Donc comme ça, je peux à nouveau créer un polyextrude, et ainsi de suite. Redonner cet extrude front, cette fois-ci partir en négatif. Je vais venir creuser à l'intérieur. Et on peut recommencer comme ça autant qu'on veut. Le gros avantage de ça, c'est que on va avoir un boulon 100% procédural. Parce que derrière, on peut redupliquer notre polyextrude et repousser encore notre extrusion vers le haut. Et on peut changer à tout moment la résolution de notre cerclage et on aura toujours quelque chose de procédural. On va changer et faire varier un peu le look. Mais ça devrait aller. Désolée, j'arrive pas à le creuser. Alors, c'est Ayala, oui. Alors, Oui, essaye de revenir. Est-ce que tu peux montrer le numéro 4? Ouais. Là-dessus. oui. Le flag, ok. Parfait, donc t'as fait ton inset, super. T'as déclaré le groupe, parfait. Retourne sur celui d'en dessous maintenant. Ouais. Enlève ton inset. Retire-le. Oui. Mets-le à 0, ouais. Et là, descends la distance en négatif. Légèrement. Ok. Celui du dessus. Pardon. Ok. Yes. Je sais que c'est pas intuitif au début, mais vous pouvez middle click sur le paramètre. Ça va vous ouvrir la molette, ouais. Ça sera plus précis. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est appuyer sur Entrée au-dessus du viewport et vous allez avoir accès au gizmo. Peut-être que vous préférez le faire dans le viewport. Ok. Ce sera plus simple. On va s'habituer. Ouais. Vous les avez à peu près tous. Hein. Vous avez l'inset, la distance et les divisions. Vous pouvez middle click n'importe où si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre le curseur. Vous pouvez middle click, ça fera la distance. Je laisse tous finir tranquillement l'extrusion. J'ai fait exprès de vous laisser un petit peu seul dessus parce que c'est pas quelque chose qui est facile avec tous ces groupes et les trucs comme ça. Et si je vous fais que vous le montrez, des fois c'est moins agréable que d'essayer de le faire soi-même. Je vais juste rajouter une subdivision à la fin, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus smooth, un peu plus boulon.
Ok, ça a l'air pas mal. J'ai rajouté une subdivision sur mon modèle 3D. Et en plus, j'ai rajouté un système de crease qu'on peut utiliser qui va être détecté automatiquement dans le subdivide. Comment j'ai fait ça? Donc, je vais juste repartir sur le subdivide et j'ai subdivisé 3 fois. J'obtiens à peu près ça en topo. Ok. C'est pas mal, sauf la base, ça me plaît pas. Elle est beaucoup trop arrondie cette base. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé... Alors il y a plusieurs possibilités. Sur le subdivide, vous avez déjà un override crease weight attribute que vous pouvez augmenter. Ça va vous permettre de sharp un petit peu les edges et faire en sorte que la subdivision agisse beaucoup moins sur certaines edges. Ok. Mais c'est pas très contrôlable de ce côté-là. Donc je préfère le faire directement avec un node, le node crease, qui va nous permettre de plus ou moins sharp notre arête avec l'attribut crease weight. Donc de là, on va déclarer la valeur de l'attribut qui va être reconnu automatiquement dans notre subdivide. Et on peut venir y sélectionner avec le petit bouton, la petite flèche. On peut venir y sélectionner les edges qu'on veut. Donc on se met sur les edges, ici, avec le pavé numérique 3 aussi, vous pouvez le récupérer. Et là, vous pouvez aller sélectionner les edges que vous voulez pour créer vos creases. Donc vous en sélectionnez une éventuellement, et vous appuyez sur Entrée. Ça va vous permettre de crease juste cette edge là. Bien évidemment, on peut en prendre plusieurs. Pour en prendre plusieurs, je fais une première sélection quelque part, et je reste enfoncé sur la touche Shift, et je viens cliquer sur les autres. Si je veux faire une edge loop, j'ai juste à faire Shift, clic sur un premier endroit, et ensuite je fais Shift A enfoncé, et middle click. Ça va me prendre la edge loop. Je fais Entrée, et j'ai tout sélectionné. Ensuite, la dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est gérer la puissance de votre crease. Et normalement, ça se met à jour directement dans votre subdivide. Ouais, c'est quoi la manipulation pour sélectionner une loupe? Shift A enfoncé et middle click. Et tu middle click sur une des arêtes. Essaye de le faire sur une suivante. Ouais, voilà, super. Middle click maintenant. Ok. Voilà, super. Et appuie sur Entrée après. C'est bon. Ok, merci. Super. Je crois que ça a marché. Si on a oublié des edges dans la sélection, en fait, tu repars à 0 à chaque fois que tu cliques sur la flèche du crease. Non, normalement non. Il y a tout de re-surligné et tu peux continuer en restant appuyé sur Shift. Ta nouvelle sélection. C'est pas surligné chez moi. Euh, J'ai sélectionné les tours. D'accord. Et Et du coup, attends, je fais juste ça. T'as dû le faire après avoir... t'as dû sélectionner d'abord et après appuyer. Il faut d'abord appuyer sur la flèche en haut à droite, dans le crease, ouais. Et ensuite sélectionner. Là, il attend une sélection. Et une fois que tu as tout sélectionné, tu appuies sur Entrée pour lui dire c'est bon.
Ça y est, voilà. J'avais pas pu te montrer. Ouais, c'était ça. Ok. Shift A. Enfoncer avec le middle click. Ouais, super. Ah, oui. Eh, mais, Ouais, ça fait l'edge loop. ouais, mais il l'ajoute pas en fait, il faut faire toutes les. Il faut sélectionner toutes les edges d'un coup quoi. Si tu veux avoir le même crease sur toutes les edges sélectionnées, oui. Voilà, une fois que c'est bon, tu appuies sur Entrée. Ok. Et à ce moment-là, tu vas avoir accès à la puissance en dessous de ton crease. Mets-toi sur le petit subdivide, ouais, voilà, parfait. Et là, c'est toi qui gères cette fameuse puissance. Bon, on est quand même sur pas mal de résolutions pour un boulon. Le subdivide et le crease, c'était pour vous le montrer en plus. Je suis pas sûr qu'on va le garder pour le copy transform parce qu'on va copier X nombre de points. 2114 points. Ça peut se faire, mais c'est pas la méthode la plus optimisée pour le faire. Quoique, je vais vous montrer comment on peut instancer et packer les choses correctement. Ok. On a un boulon, on a nos points. À la place du platonique, maintenant on va le supprimer. On va y mettre notre fameux boulon. Ça peut être gourmand. On se retrouve déjà à 295 000 points. C'est pas super. Juste pour un boulon hein, qui est une petite partie du tonneau. C'est pas très optimisé. Ok, donc ce qu'on peut faire, c'est au lieu de copier 140 fois les 2114 points, on peut dire à Houdini, écoute, regarde comment il est fait ce boulon et donne-moi une représentation de ce boulon sans non plus me copier 140 fois 2114. Donc en gros, on va faire comme une photo de cet objet et on va visualiser la représentation de cet objet et non plus l'objet lui-même. On va plus regarder réellement la topologie de l'objet. On va faire ça grâce à cette option Pack and Instance. Le packing, c'est ça. Je vous le montre. Ici, on a accès à la topologie entière. Donc, mon objet, il est constitué de 2114 points. En dessous, je vais créer un node qui s'appelle le node pack. Vous n'êtes pas obligé de le faire, on va pas en avoir l'utilité. Et à la seconde même où je fais ça, je perds ma topologie. Vous voyez que j'ai plus visuellement accès à la topologie. Et quand je regarde de plus près, je n'ai plus qu'un seul point et un seul primitif. En gros, j'ai stocké la représentation de mon objet sur la mémoire vive de ma machine. Tant que Houdini est lancé, il sait à quoi ressemble ce boulon. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que au lieu de faire 140 multiplié par 2114, je vais faire 140 multiplié par 1. Donc en gros, 140. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre ce résultat de pack et le mettre sur mon copy to point et je vais avoir 140 points. J'ai plus de 295 000 polygones ou points. Ok.
Donc en gros, ce que je suis en train de voir ici, ce n'est pas la vérité, c'est juste Houdini qui me display ça. Mais en réalité, à la place de chaque boulon, c'est un point, un seul point au centre. Si d'ailleurs on l'active, on voit bien ce point. Si j'active les point numbers, là, vous savez, juste les display points, je vois que j'ai un point au centre de chaque objet. C'est ça réellement mon packing. C'est plus qu'un point au milieu. Donc voilà, ça c'est un peu plus optimisé. Ça nous fait sauvegarder énormément de ressources sur nos machines, surtout quand on a des instances à tout va à display. On a un problème maintenant, c'est que toutes ces instances, elles pointent vers le haut. Jusque là c'est normal parce que notre boulon aussi pointait vers le haut. C'est comme ça qu'on l'a modélisé. Donc pas de problème, nos instances pointent vers le haut. Donc on est tenté de se dire, tiens, je vais prendre mon objet d'origine et je vais le tourner. Donc je vais faire un transform et je vais le tourner en rotation. Voilà, ok. 90 degrés dans cette direction. Super. Sauf que si je fais ça, je vais avoir toutes mes instances qui vont tourner à 90 degrés, mais elles vont toutes aller dans la même direction. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut planter un boulon dans la direction de chaque face. Donc il va nous falloir des informations en plus. On va pouvoir utiliser plusieurs attributs différents pour obtenir ce dont on a besoin. Que chaque instance s'oriente de la bonne manière. Il y a un ordre. Il y a un ordre de priorité. Le premier, si rien n'existe, ça sera la vélocité. La vélocité, on la verra un peu plus tard, c'est la direction dans laquelle nos objets se déplacent et à quelle vitesse ils y vont. Donc s'il y a une vélocité qui existe sur nos points vont pouvoir créer nos instances et orienter nos instances dans la direction de la vélocité. Le deuxième élément, ça va être les normales directionnelles. Si on a des normales directionnelles qui existent sur nos points, nos instances vont regarder dans cette direction, dans la direction des normales. On va avoir un troisième attribut qui va nous être utile, c'est up. Up, c'est souvent celui qui définit vers quoi pointe notre crâne. En tant qu'humain, si on regarde dans une direction, avec nos yeux, on va regarder peut-être un arbre, le sol, le ciel. Avec nos yeux, on va regarder dans une certaine direction. Imaginez une flèche directionnelle qui part de nos yeux et qui pointe vers ce qu'on regarde actuellement. Bon, bah imaginez ces yeux comme étant les normales directionnelles. On va avoir un vecteur en plus qui va être up, et lui va définir le dessus de notre crâne. Imaginez au-dessus de notre crâne une flèche qui part vers le haut. Donc si on est droit et qu'on est debout, on va avoir nos yeux qui vont regarder en face de nous, et on va avoir notre dessus de crâne qui normalement regarde le plafond ou le ciel. Imaginez une flèche directionnelle qui part vers le dessus de notre crâne. Eh bien, c'est le vecteur qu'on appelle souvent up. C'est celui qui part vers le haut. Et il est utile parce que des fois, on peut avoir la tête en bas aussi. Imaginons qu'on soit pendu par les pieds. Eh bien, le up vecteur, il partira pas vers le ciel, mais il partira vers le sol, cette fois-ci. Mais il s'appellera toujours up, ce vecteur. On l'appellera up, sauf qu'il partira en négatif, en Y négatif, vers le sol. Donc voilà, c'est un vecteur qui va nous aider à comprendre l'orientation dans laquelle nos instances doivent être orientées. Et enfin, il y en a un troisième qui est oriente. Lui, c'est l'orientation autour d'un axe. Concrètement, avec le transform, je pense que ça peut être pas mal. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, comme ça. Donc imaginons que ça soit mon orientation générale. J'aimerais tourner autour d'un axe. Et bien ici, je vais tourner autour de l'axe Z à tant de degrés. Ça, c'est notre orientation. C'est à quaternion. On y reviendra un petit peu plus en détail
plus tard dans la formation. Mais concrètement, ça va nous permettre de tourner autour d'un axe. Là, c'est facile, c'est autour d'un seul axe, mais ça pourrait être autour de 2 axes en même temps, voire 3 axes en même temps. Bref, on a un degré de rotation autour de quelque chose, et voilà, il sera à définir. Donc là, c'est pas exactement un quaternion, ce que je suis en train de modifier, mais c'est la meilleure représentation que je peux vous donner pour le moment. Orient, il va se trouver sur les points, et c'est celui qui sera le plus fort par rapport à tous ceux que je vous ai donnés. Si Orient est présent en tant qu'attribut, N, Up et V ne nous serviront à rien parce que ça sera toujours Orient qui aura la priorité. Donc ce qu'on peut faire dans notre cas ici, c'est qu'on peut essayer de réintégrer nos normales directionnelles directement à nos points. Je m'explique. Nos faces, nos cerclages, on les a projetés sur notre géométrie. Donc nos cerclages, on peut déclarer nos normales. Si je crée un node normal en dessous, je vais avoir des normales directionnelles sur mes points, sur mes vertices plus exactement. Au lieu de les laisser sur les vertex, sur les vertices, on va le mettre sur les points. On va juste avoir la couleur des normales qui va changer. Elle va être bleue, cette couleur. Elle peut être bleu clair pour certains, bleu foncé pour d'autres. C'est pas très grave. Ok. Donc là, on a nos faces. On a déclaré des normales sur les points. Donc normalement, on devrait avoir l'attribut N qui existe sur les points. N majuscule, c'est pour les normales. Parfait. Et quand on regarde notre extract centroïde, malheureusement, on a perdu ces normales directionnelles. Parce qu'il faut les transférer. Là, on a détruit les primitifs et on a créé de nouveaux points. Donc il faut juste que l'on récupère notre extract centroïde et qu'on, dans transfert attribute, qu'on transfère nos normales, sauf que comme un imbécile, je l'ai mis sur les points et ça ne va pas fonctionner, il faut les mettre sur les primitifs. Donc on va déclarer, excusez-moi, les normales non pas sur les points mais sur les primitifs. Et dans notre extract centroïde, c'est lui qui va être en charge de le transférer sur les points. Donc mettez bien N majuscule. Sur les normales, récupérez bien add normal to primitif. Et sur l'extract centroïde, transfert attribut N majuscule. Et concrètement, c'est quoi la différence entre un point et un vertex? Je vais vous le montrer sur une géométrie. Est-ce que je peux vous le montrer? Ouais, sur une grille. Alors, les vertex, on va en avoir 4 autour des points quand on a 4 faces autour. Là, on va avoir un point. Imaginons que ce soit le point numéro 0 ici. Je vais maximiser le panneau. Voilà, imaginons que ce point-là soit le point numéro 0. Lui, le point numéro 1, 2 et 3. Ça, c'est le numéro des points. Imaginons maintenant qu'on est les primitifs, le primitif 0, le primitif 1, 2, 3 et 4. Je vais mettre en vert les primitifs, excusez-moi. Moi, ça ne nous dérange pas pour... Donc 0, 1, 2, 3 et 4. Okay. Les vertex, elles sont là pour nous aider à dissocier les points qui partagent plusieurs faces. Donc en gros, si ce point numéro 0, on devait l'analyser, on remarquerait que le point 0, il est attaché à la face numéro 1, à la face numéro 0 et à la face numéro 4. Il est même rattaché à celle-là. Okay.
les vertex, celles elles vont nous servir à dire, ok, là je peux créer une vertex, là je peux créer une vertex, là je peux créer une vertex, et là aussi. Et grâce à ça, on va pouvoir dire que le point numéro 0, il est attaché au primitif numéro 0. Donc le numéro de cette vertex sera 0-0. Par contre, le numéro de cette vertex là sera 0 pour le point numéro 0. Il est toujours associé à ce point là. Par contre, il sera associé au primitif Ok. 1. En fait, tu considères pas que les vertex sont mergés, quoi. T'as vraiment Ouais, quatre vertex différents. exactement. Les 4 vertex sont différents parce qu'elles ont elles sont identifiées à la fois par le point et le primitif auquel elles sont associées. Tout à fait. Ok. Merci. T'en prie. Et les points, par contre, eux, sont uniques. Pardon, Kevin? Oui. Il y a d'autres logiciels que ça fonctionne comme ça? J'ai jamais vu ce système de vertex divisé en 4. Je crois pas, parce que je crois que dans Maya, c'est les vertex, c'est les points, tout simplement, par exemple. Et dans beaucoup d'autres logiciels, les vertex, c'est les points. Je saurais. En fait, en 3D, tu choisis de les fusionner ou pas, en fait. Ok. Tu peux avoir des faces qui sont toutes adjacentes, des vertex superposés, mais il y a 4 vertex, et puis tu choisis de les fusionner ou pas. Ok. Donc c'est à peu près la même logique au final. Oui, oui, c'est plus ou moins ça, en fait. Ouais. Mais par exemple, là, t'as une grille. Quand tu crées une grille, en tout cas dans Max ou Blender, la grille, tous les points sont fusionnés, quoi. C'est à peu près la même logique, ouais. De ce que j'ai toujours entendu, Houdini est assez unique sur le traitement de ses vertex. Il dissocie les vertex des points. Il dit d'abord que le point peut être fusionné, et les vertex, elles vont être en mesure de nous permettre de séparer les faces auxquelles les points sont rattachés, d'une certaine manière. Ça permettrait de dire, en programmation, parce que c'est la chose la plus logique qui me vient, en programmation, on pourrait dire, regarde, je sais que ce point-là, il a 4 vertices, parce que il accroche 4 polygones. Par contre, celui-ci, eh bien, il n'est pas adjacent, il n'a qu'une seule vertice, donc il n'y a pas de point au contour. Lui, c'est terminé, il n'a qu'un seul primitif raccroché, par exemple. Et en programmation, ça nous permettrait de faire pas mal de choses. Aller chercher des informations à droite, à gauche, filtrer certains points, dire ah bon ben ce point ici, il a plus que 2 pièces adjacentes ou une pièce adjacente, alors il est exclu de l'algorithme par exemple, pour faire des tracés, des chemins, des routes et des trucs comme ça. Cool. Donc on a, ben voilà, ça y est, je voulais pas vous montrer de suite, mais bon. Maintenant qu'on a nos normales directionnelles qui sont fonctionnelles sur nos points, on a transféré les normales des primitifs sur nos points. Si maintenant on regarde notre copy to point, on devrait avoir nos boulons qui sont distribués de la bonne manière. Et non, j'ai dû louper quelque chose. Oui, au début sur le transform ici. Vous n'avez pas dû rotate à 90 degrés sur X. Ouais, mais du coup, le pack qu'on le fait aussi, tu nous avais dit qu'on n'en avait pas forcément besoin. Je vais le bypass et on va l'activer autrement. On va l'activer ici, dans le pack and instance. Lui, il fait la même chose, sauf qu'il le fait en un seul node. Ok, merci. Hop. Et dans le transform, tu as mis le groupe type. Okay. Non, c'est ça? J'ai mis une rotate de 90 degrés sur X. Alors 90 ou moins 90, à vous de voir hein, la face qui vous intéresse le plus. J'ai pas regardé dans quelle direction sont parties les extrusions, mais vous pouvez scale aussi dans votre transform. Pour scale vos boulons.
Eh bien, écoutez, c'est pas mal. On a réussi à orienter nos boulons dans la bonne direction. On va juste les coloriser. On peut les coloriser de deux manières différentes. Soit on colorise le boulon avant, soit on peut aussi donner de la couleur à nos points. Et de la même manière qu'on a transféré les normales directionnelles pour nous aider à orienter correctement nos instances, eh bien on va pouvoir transférer la couleur. Donc on peut créer une couleur sur nos points avant même d'instancer nos boulons. On peut les coloriser en presque noir et nos boulons devraient récupérer cette couleur. Ça aussi c'est une très grande force, vous le verrez, pour les instances. Le fait de pouvoir mettre des attributs sur nos points et définir certaines règles sur nos points, nos instances vont pouvoir suivre ces règles. On peut par exemple, vu qu'il y a beaucoup de surfacing parmi vous, on peut dire sur nos points que certains points seront de tel type de végétation, ou tel type de roche, ou telle taille de roche. Et comme ça, on peut faire des conditions, par des noises, par des conditions qu'on va définir nous-mêmes. On peut comme ça associer à certains points certaines infos. On peut même carrément donner des noms de mèches qui seront à aller chercher dans la librairie au moment du rendu par exemple. Sans avoir à instancer réellement les objets, on peut dire ok, j'aimerais que ce point-là soit la version de cet arbre en low-res ou en high-res ou ce type de végétation-là. Et on viendrait associer des noms dessus. Et au moment du rendu, on irait chercher, grâce à ce fameux nom qu'on a défini, on irait chercher tel ou tel type de végétation dans la librairie, sur le serveur, ou qu'importe, où le chemin d'accès est. Ça évite de charger les géométries dans la scène, et on les charge que au rendu, un petit peu de la même manière que les proxys. Ok, c'est pas mal tout ça. On peut faire un nul out boulon. On vient récupérer ce out et on vient le récupérer dans notre dernier object merge. Attention, vu que j'ai créé la couleur sur les points, ça va pas fonctionner. J'ai même oublié ce que j'ai dit tout à l'heure. Du coup, je vais le mettre après mon copy to point. Et je vais le mettre sur les primitifs, cette couleur. Kevin, Yes. tout à l'heure, tu nous disais que tu allais nous montrer 3 manières de faire. Oui, J'ai l'impression qu'on en a vu que 2. Est-ce que absolument. je me trompe? Non, tu as raison. Je ne suis pas revenu dessus avec les switches. Je vais recréer la deuxième rapidement. Parce qu'il va y avoir d'autres problématiques concernant les normales. Alors c'était par les primitifs, ouais. Facet. Unique point. On va faire les primitifs. Properties. Ok. Et on va faire un fuse ici. Alors le fuse, je crois qu'on l'avait pas fini. J'ai dû cracher à ce moment-là. Le fuse, par défaut, je crois qu'il va tout nous supprimer. Parce que il va... Voilà. Remove unused point from degenerated primitive. Ça, il faut le supprimer parce qu'en gros, il part du principe que si les primitifs sont dégénérescents, il va supprimer les points qui y sont associés. Ça, on enlève. Et normalement, on devrait récupérer nos points. Ok, donc là, on devrait passer de 3360 points à peu près 840 points. Parfait. Donc ça serait la deuxième méthode. On la met dans le switch. On y reviendra un peu plus tard. Et on va faire la troisième méthode, qui va être un peu moins marrante, qui va être de la programmation. Donc l'idée, ça va être, c'est la première fois qu'on va faire du vex, l'idée, ça va être de créer un point au centre de chaque primitif, et une fois que c'est fait,
on viendra supprimer les primitives parce qu'on n'en a plus besoin. Donc pour pouvoir faire ça, on peut le faire sans node. On peut le faire avec un attribut Wrangle. On en a un petit peu parlé ce matin. Et ici, on va directement dire au code ce qu'on veut sur le versant programmation. Donc, premier objectif, c'est add point. On va ajouter un point. Ça, c'est une fonction. Un petit peu comme la fonction bbox qu'on a utilisée encore ce matin. Add point, comme son nom l'indique, il va nous aider à ajouter un point. Add a point to geometry. On va faire F1 sur cette fonction et on va aller regarder ce qu'elle nous permet de faire. Et surtout ce qu'elle nous demande aussi. Donc, on me demande si on ne va pas l'exécuter sur les primes, celui-ci. Donc, le add point, il nous dit qu'il nous permet de créer des nouveaux points par rapport à la position. C'est celui qui va nous intéresser. Create a new point with a given position. Ça va nous permettre de lui donner un vecteur de position. Et à chaque fois qu'il va détecter cette position, on va pouvoir créer un point. Je vais essayer de vous l'expliquer autrement. Ouais, je vais vous montrer comme ça. Donc le given position, c'est ce qui va nous aider à créer les points. En gros, ici, il attend une position dans l'espace 3D. Donc cette position, elle est de type vecteur 3. C'est une coordonnée vectorielle dans l'environnement 3D. Donc idéalement, je vais aller la créer avant cette position. Soit je la crée, soit je la récupère de quelque chose. Mais avant de la récupérer de quelque chose, je vais d'abord essayer d'en déclarer une personnellement et je vais essayer de créer un point à cet endroit-là. Donc, ce vecteur de position, je vais l'appeler center. Ça, c'est moi qui ai donné le nom. Je le nomme comme je veux, mon vecteur. C'est moi qui décide. Ce center, ce vecteur de type center, je vais dire qu'il est égal à une valeur. Et cette valeur, je vais dire qu'elle est égale à 0, 0, 0. Ça veut dire que ça va être au centre de l'univers. 0 sur X, 0 sur Y et 0 sur Z. Ça, c'est mon center. Maintenant, je vais venir utiliser center dans cette fonction add point. Donc, je vais ajouter un point dans ma géométrie, GeoHandle. Donc ça va être la première entrée. C'est celle-ci qui est en train de rentrer. 0. Donc là concrètement, dans ma géométrie j'ai ça. J'ai 1680 points et 840 primitifs. Ok. Dans mon code, je dis que dans la géométrie qui est rentrante en première entrée, quand je tape 0, c'est sous-entendu la première entrée. Vous voyez, il y a 0, 1, 2, 3. Pour nous humains, c'est 1, 2, 3 et 4. Pour l'informatique, c'est d'abord 0, 1, 2 et 3. C'est pour ça qu'on tape 0 en valeur, ici. Donc, add point, je vais ajouter un point sur cette géométrie, celle qui contenait 1680 points, et je vais le mettre à une certaine position. C'est ce que me disait la fonction. Hein. Premier argument, c'était le GeoHandle. Deuxième argument, c'est la position. Eh bien, je vais y donner la position center. C'est celle que j'ai déclarée au-dessus, qui est au centre de l'univers. 0, 0, 0, 0, 0. Normalement, en plus de ma géométrie, que j'avais déjà, qui est en première entrée, normalement, j'ai ajouté un point au centre de l'univers. Et il est ici. On le voit. Il est juste là. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Hein. Si je le retire, on voit que je l'ai pas ce point. Là, maintenant, je l'ai. Si je le veux à 1 mètre, ce point, eh bien, je mets 1 sur Y et je vais avoir créé un point à 1 mètre du centre. Ok ?
Donc là, avec cette simple ligne de code, j'ai juste ajouté un point. C'est tout bête, hein. Au lieu de donner center, en tout cas, au lieu de donner cette information de cette coordonnée vectorielle ici, je vais en donner une autre. Au lieu d'exécuter ce code sur les points, je vais l'exécuter sur les primitifs. L'avantage de ça, c'est que ça va rien changer pour l'ajout du point. Par contre, ça va changer pour la position. Ce que je vais faire dans vector center, au lieu de taper une coordonnée qui est égale à 0, 1, 0, je vais dire que je vais chercher at p. Ou plutôt v at p. V, ça veut dire vecteur. Le at, c'est pour l'attribut. On utilisera toujours ça quand on veut faire appel à un attribut. Donc, vecteur attribut qui s'appelle P pour la position. En faisant ça, étant donné que je suis en train d'exécuter mon code sur les primitifs, je vais aller lire la position de chacun des primitifs. C'est ce que me retourne cet attribut P. Souvenez-vous, c'est celui qu'on avait ce matin dans le Geometry Spreadsheet. Je vais split mon viewport. Si mon ordi crache pas. Voilà. P, c'est cette information-là. C'est la position. Là, on est sur la position des points. Et croyez-moi sur parole, parce que je ne peux pas vous le prouver, il y a aussi une position pour les primitifs. La position pour les primitifs, elle se trouve au centre du primitif. C'est pour ça que j'ai exécuté mon code sur les primes. Donc, vecteur center est égal à la position au centre de chaque primitif. Et ce que je fais derrière, c'est que je viens ajouter un point sur la géométrie entrante et je viens créer un point à chacune de ces positions, center. C'est pour ça que je me retrouve avec un point de partout au centre des géométries, que je n'avais pas tout à l'heure. Hein. Est-ce que ça fait sens ou pas? Ouais. Vous avez le droit de dire ou pas. Ouais. Sur le principe, oui. Ok, cool. Donc on a la première étape. On a ajouté un point au centre de chaque prime. Deuxième étape, c'est retirer les primitifs. On veut garder que les points qu'on vient de créer. On ne veut pas garder les primitifs qui sont à l'origine. Donc on peut faire un remove, tout simplement, prime. Comme son nom l'indique. On ouvre, on ferme, on met un point virgule, chaque ligne de code en vex est terminée par un point virgule. Ça permet à la compilation de comprendre que il doit aller à l'étage en dessous pour compiler le code. Okay. Donc toujours un point virgule à la fin. Remove prime, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire cette fonction? Elle nous permet de supprimer les primitifs d'une géométrie. Elle a besoin de 3 arguments. Le GeoHandle, donc quelle géométrie on va traiter, le numéro des primitifs à supprimer, et la question endpoint, point d'interrogation, oui ou non, est-ce qu'on supprime les points qui sont associés aux primitifs, oui ou non? C'est ce que nous dit cette information-là. Si on met 1, la fonction va aussi delete les points qui sont associés aux primitifs et oui, voilà, elle va supprimer uniquement les points qui sont associés aux primitifs. Ok. Donc on a toutes ces infos. Première information, les points, on veut les supprimer sur celle qui est toujours en 30. On veut supprimer les primitifs qui étaient restants. Ok. Première info, c'est bon. Deuxième argument. Le prime number. Ça, vous pouvez pas l'inventer. Parce qu'on l'a jamais vu, c'est celui-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle le prime number. C'est le numéro des primitifs. On va avoir la même chose pour les points, les point number. Les point number, on les appelle ptnum. C'est le nom de cet attribut. PTNUM.
Pour les primitifs, c'est la même logique, c'est prim num, P-R-I-M, N-U-M. Donc, étant donné que lui, il nous dit quel numéro de primitif tu veux supprimer. Moi, je pourrais lui dire, je sais pas, je vais aller vérifier le prim qui est devant nos yeux. Voilà, le 678. Dans mon code, je pourrais lui dire, eh bien voilà, supprime le numéro 678. Ça, c'est le primitif qui était devant nos yeux à l'instant. Je regarde, c'est celui-ci. Donc c'est celui-ci qui devrait être supprimé. Enfin, le dernier argument, c'est est-ce qu'on supprime les points? Bah oui, moi je veux supprimer les points du primitif 678. Super. On regarde, j'ai bel et bien supprimé le primitif 678 et j'ai supprimé les points qui y étaient associés. Sauf que moi je ne veux pas faire ça que pour le primitif 678, je veux faire ça pour tous les primitifs. Maintenant que j'ai réussi à créer le point au centre, j'ai plus besoin des autres primes. Je peux les supprimer. Donc au lieu de taper la valeur en dur, je vais laisser le code regarder lui-même la valeur de son primitif. Pour comprendre ça, il faut juste comprendre comment le code s'exécute. Quand on dit que on est en train de run over primitif, ça veut dire que chaque primitif, dans son coin, tout seul, est en train de lire ce code-là. Donc c'est pas exécuté une seule fois ce code, mais plutôt le nombre de primitifs qu'il va y avoir. Donc on a 840 primitifs, et bien les 840 primitifs vont lire eux-mêmes ce code. Ça veut dire que si ici je tape prim num, chaque primitif, quand il va lire ce code, ce qu'il va lire comme valeur, c'est pas prim num, c'est son propre numéro du primitif. Au lieu d'avoir 678, quand le premier primitif va lire ce code, eh bien, il y aura écrit 0 pour lui. Il n'y aura pas écrit prim num. Donc en fait, le code, le primitif va se supprimer, lui tout seul. Il va se reconnaître, il va reconnaître son numéro, et il va se supprimer, et les points associés. Et vu que tous les primitifs font ça, eh bien, tous les primitifs vont regarder et trouver leur propre numéro. C'était exactement la même chose avec V at P, hein, ici. Quand on faisait center est égal à V at P, chaque primitif était en train de regarder sa propre position, et à l'intérieur de center, il était en train de stocker sa propre position. Ce qui allait nous permettre de la récupérer un peu plus tard dans le add point. Ne vous inquiétez pas, pour le moment, on n'est qu'au début de la formation, donc au fur et à mesure, on aura l'habitude de faire plein de vex, plein de visual scripting et le reste. Mais déjà, c'est bien. Au moins, on a fait nos premiers codes. Donc voilà, on se retrouve à peu près à la même chose. Il y aura des petites différences parce que certains ont des moyennes qui ont été faites, donc les résultats ne seront pas tout à fait pareils. Mais vous voyez que ici, en 2 lignes de code, pareil, on est en mesure de faire cette opération sans trop de nodes en plus. On va avoir besoin de nodes en plus pour les normales directionnelles. Avant ça, on va se faire une petite pause. Ok. Allez, super. tout de suite. Retour à 57. Ok, d'accord. Bonne Ok. pause à tout le monde. À tout de suite. Rebonjour. Quoi? Donc normalement on devrait être bon sur les autres instances, hormis pour les orientations, des normales directionnelles et le reste. On va voir ça ensemble. Moi, j'avais l'impression que la partie code fonctionnait pas bien chez moi. Ok, on va revoir ça ensemble alors. Amaury, qu'est-ce qui ne va pas? T'es sûr que ça ne fonctionne pas? J'ai l'impression que ça a créé les points. Si tu zoomes un petit peu... Alors essaye de... Ah, ok, là c'est bon.
Ok. Alors oui, en effet, ça ne marche pas. Tout à fait. Quelque chose de bizarre. Alors, est-ce que je peux regarder le code plus en détail? Center V at P. C'est un P majuscule. À la place du petit, ouais. Essaye ça, peut-être que ça vient. Enfin, ça vient sûrement de ça même. Clique n'importe où, ouais, voilà. Ok, Parfait. merci. Il y avait d'autres erreurs sur des codes. Yes, merci, dis-toi. Florent, je récupère ton stream aussi. Allez, c'est parfait. Ok, cool. Donc là, normalement, la seule problématique qu'on va avoir, c'est au niveau des normales directionnelles. Si on regarde notre attribut de Wrangle, qu'on active nos normales, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on a supprimé nos primitifs. Mais on n'a pas récupéré les normales. Alors ce qu'on peut faire, c'est brancher le node normal qui est sur les primitifs. Non, on va pas s'embêter, on va le faire autrement. On va créer des nouvelles normales. Cette fois-ci, les normales, on va les créer sur les points. Donc là, on peut, sous l'object merge, avant notre attribut Wrangle, on peut créer un node de normal. Ces normales, on va les déclarer sur les points. Et on va se retrouver avec ce qu'on avait tout à l'heure. Cette fois-ci, ça devrait être bon. Super. Le souci maintenant, c'est que on a détruit les points qui avaient les normales et on en a créé des nouveaux. Donc le plus simple va être de retransférer ces normales qu'on a ici à ces nouveaux points. Donc pour ça, on va faire un attribut de transfert. Première entrée, les nouveaux points qu'on a créés. Deuxième entrée, la version avec les normales qui ont été calculées par rapport aux faces. Normalement c'est OK. On peut spécifier dans la continuité des points n majuscule. On peut désactiver les primitifs. On n'a pas besoin de transférer autre chose. On veut juste transférer l'attribut. Par défaut, il transfère tout, l'attribut de transfert. On peut juste filtrer et dire qu'on veut transférer que les normales. Et normalement, c'est parfait. Si on regarde notre switch, on voit que le switch, il a des... Quand on met le flag dessus, hein, on voit qu'il y a la première entrée qui est en connexion pleine et les deux autres qui a des connexions en petit tiré. Ça veut dire que c'est la première entrée qui est prioritaire dans ce switch. Le switch, il nous montre qu'une seule chose. Donc si je veux la troisième version, celle qu'on vient de créer, il va falloir que j'aille à l'input numéro 2. Ça commence à 0, 0, 1, 2 pour la troisième entrée. Au moins je visualise ces points-là qu'on vient de créer à l'instant. Parfait. Group by range, c'est OK. Copy to point. Notre couleur. Est-ce que tu peux juste remontrer l'attribut de transfert, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Il n'y a pas cette truc, c'est ça? Normalement, c'est bon. Oui, c'est parfait. Tu peux, mais c'est vraiment pour être propre. Tu peux enlever le primitif aussi. T'as pas besoin de transférer ce qu'il y a sur les primitifs, voilà. Et tu transfères que n. Parfait. Et normalement. Et c'est bon. Ouais, t'as tes normales qui sont transférées. Merci. Super. Cette méthode marchera aussi pour la deuxième méthode. Donc on peut la récupérer.
Ça fonctionnera très bien aussi. Au cas où. Et au moins les 3 méthodes sont fonctionnelles. Et pas les mêmes normales sur. Entre... Alors, je sais pas. Parce que si tu veux, si je switch d'un truc à l'autre, Ouais. elles Elles sont différentes, sont ouais. pas là. Oui. Tout à fait. C'est les moyennes des normales qui vont pas être les mêmes. Elles sont pas toutes transférées de la même manière, donc en effet, on pourra avoir des différences entre certaines normales. Ça va être sûrement dû au fait que lui, il nous fait la moyenne. Je m'explique, j'essaie de récupérer. Voilà. À l'origine, les normales, elles sont là-haut. Elles sont sur le dessus et le dessous de nos primitifs, puisque c'est là où il y a nos sommets à chaque fois. Quand on vient transférer ces normales directionnelles à ces points qui sont au centre, on va faire une moyenne de ces normales directionnelles pour les mettre sur un seul point. À la fin, il n'y aura plus qu'une seule normale qui va pointer dans une direction, alors qu'à l'origine, on en a 4. Tu vois, on a 4 points, en haut et en bas, 2 et 2, et on a le point au centre. Pour trouver cette nouvelle normale, on fait la moyenne de toutes les directions, et on lui associe celle-là. Et la méthode dans l'extract centroid doit être un petit peu différente au niveau des moyennes. Du coup, on peut avoir des différences. Ok. On va juste revérifier. Oui, ça c'est bon. Est-ce que j'ai assemblé le final? Oui. Super. Oui, Jennifer, t'as l'air d'avoir un problème de normal. Attends, je vais revérifier. Non, ça a l'air bon. J'ai l'impression que t'as des objets qui rentrent à l'intérieur de la géo, non? T'as pas des boulons qui rentrent dedans? Bah, vu que je vois rien. Ils sont pas très droits. En termes d'affichage, déjà, j'aimerais voir quelque chose. Mais oui, ils sont pas droits. Essaie de regarder ton transform Ouais. que tu as ici. C'est sur mon fuse qui est. Attends. Oui, c'est ça, c'est sur le fuse que c'est. Les normales sont pas bonnes. Oui, le fuse, il en a pas du tout de normal. Regarde. Si tu fais pas la même méthode, si tu copies pas l'attribut de transfert et tu le colles pas pour le mettre aussi sous le fuse. Oui, super. Attends. Ouais. Ah, t'as tout coupé, fais gaffe, ouais. Ouais. Yes, absolument. Et le deuxième, c'est la normale, tout en haut. Normale 3. Ouais. Non, c'est pas ça. Si, c'est bon. C'est juste que là, ça sera plus le numéro 2. Ton fuse, ça sera le numéro 3. Mais c'est pas grave. Ok. Ouais. Sinon, tu peux le faire comme ça. Tu sélectionnes le switch et tu vois, tu as un ordre là, dans les panneaux. Oui, ok. Et tu peux appuyer sur les flèches pour les faire remonter. Ça va te faire changer les ordres. Ok. Du coup... Ouais, moi j'ai un petit problème avec le attribut Wrangler. J'ai pas les boulons en fait à la fin. Ok. Alors on va essayer de regarder. Ok, t'as les points. Est-ce que tu peux mettre le flag là-dessus? Parfait. Est-ce que tu peux déclarer les normales? Oui, c'est parfait. Le switch, c'est le numéro 2, donc. Ok. Donc ça va être le numéro 1, le Wrangle, sur le select input. Là, t'es sur l'autre, t'es sur le fuse, ouais. Fais 1 à la place ici, voilà. On va vérifier si le Wrangle fonctionne. Yes. Le Wrangle fonctionne. Tu vois, en réalité, c'était la deuxième entrée, ton Wrangle. Si tu regardes les connexions. Ah ok. Effectivement, mais donc c'est le... Oui,
C'est celui-ci qui ne fonctionne pas. Ouais. C'est ça ce qui fonctionne pas. Je pense que c'est la dégénérescence sur le fuse qui fonctionne, que tu as pas désactivé. Remove unused point from degenerated primitive. Tu En désactives effet. ça, super, ouais. Merci. Jennifer, tu as un problème de couleur sur tes boulons. Mets-le peut-être la couleur après ton copy to point et mets la couleur sur les primitifs au lieu de les mettre sur les points. Ouais, c'était juste ça qui te manquait. Super. Ah oui, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est soit il affiche l'un, soit il affiche Exact. l'autre, c'est ça? Exactement, ouais. Et les points auront toujours la priorité. Ok. Merci. Ben, j'ai l'impression que c'est pareil à Maury. Ouais. Et donc c'était ici. Et yes, absolument. Yes, tout à fait. Parfait. Ok, donc on va clôturer ce baril. Normalement, je fais le digital asset de ce baril. Donc en gros, on recrée une interface. Là, ça va pas être nécessaire, on va le voir autrement. On va créer une interface avec le point VOP. Donc je pense qu'on va commencer maintenant. Je vous invite juste à faire un peu de clean dans votre setup, si c'est pas déjà fait. Éventuellement mettre un output en dessous de l'object merge, histoire de toujours avoir cette version finale en dessous. Et on va en profiter pour regarder 2-3 systèmes sur la base du copy to point qui peuvent être intéressants pour distribuer, pour faire peut-être éventuellement des level design ou commencer à créer certains outils pour distribuer des objets directement dessus. Donc vous avez vu tout à l'heure ce qu'on avait fait sur les boulons. On prend un boulon et on instancie ce boulon sur plein de points. Ça c'est vraiment le démarrage de tout ce qu'on appelle la scatterisation ou scattering. Ça va nous permettre de faire un petit peu beaucoup de choses. La seule chose qui est très importante, c'est faire attention aux instances pour éviter de multiplier 50 000 polygones fois 250 000 points. Là, ça peut être compliqué. Donc, on peut utiliser comme prétexte ce tonneau pour essayer de dessiner ou de structurer peut-être des circuits ou des accessoires à mettre à certains endroits. Donc, par exemple, on peut prendre une grille à côté. Cette grille, elle va avoir une certaine distribution en 10 par 10. Tous nos quads sont de la même taille. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement un copy to point sur cette base-là. On peut copier notre baril sur notre grille. Donc on va se servir des points de notre grille, c'est très important. Les points de notre grille, parce que je copie to point pour distribuer nos barils. On va positionner notre baril autrement. Attendez, parce que ça peut être problématique après. On va déclarer notre normal ici. On va créer un attribut Wrangle, un attribut create. On va pas le faire en code. On va tout faire en code de suite. Et cet attribut create, ce node-là, il nous permet de déclarer des attributs. Il a tout de construit à l'intérieur pour nous permettre de créer les attributs.
Et moi, ce que je vais avoir besoin, c'est de faire pointer les barils vers le haut. Comme s'ils étaient comme ça, à la base. Donc au lieu de bouger directement mon baril, je vais le faire en modifiant les normales directionnelles du côté des points. Comme un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure à droite. Donc ici, je vais dire, ok, je veux déclarer mon attribut n, majuscule, hein. Je vais bien le faire sur les points. Et n, c'est un vecteur 3. N, c'est une direction. On appelle ça un vecteur directionnel. Donc je le mets à 3 dimensions. Déjà, c'est pas mal, on a une belle cave. Donc ça, c'est une grille 10 par 10 qu'on peut bien évidemment agrandir. Et ou changer le nombre de points dessus. Alors vous voyez, ça commence à être un peu long. Parce que là, on est en train de multiplier 22 820 points par le nombre de points qu'on a sur la grille. On n'est pas obligé que ça soit... On n'est pas obligé de le faire comme ça. On peut le faire en copy to point et pack 1 d'instance. Là, déjà, ça va aller beaucoup plus vite. Ouais, malheureusement, on va perdre la couleur sur les premières instances, mais c'est pas grave. Ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite. Donc là, ça sera quasiment en temps réel. On va pouvoir réajuster nos boulons, nos tonneaux. Si vous voyez des tonneaux qui disparaissent dans le viewport, c'est normal. C'est le nombre maximum de pièces qu'on peut visualiser dans l'environnement. On peut augmenter cette valeur si on veut voir plus de polygones. Avec la touche D, on peut aller sur Optimize. Et dans la partie Scene Polygon Limit, on peut mettre 500 millions. Ça ira. Normalement, vous devriez plus voir de shape bizarre. Donc voilà, là... Pardon Kevin. Oui, pardon. T'es allé où pour Polygon Limit? D, Dans les préférences. Optimize. Optimize, ok. Ah putain. Et t'as mis combien? J'ai mis 500 millions, mais 100, ça devrait suffire. Merci. T'en prie. Il y avait un problème? Non? Ça Oui, allait? oui, j'ai. Ouais, Maintenant, c'est mon écran qui a commencé à flipper. Ouais. Mais bon, ça a été. Bon, C'est ben, revenu. réduis alors éventuellement le nombre maximum Oui. de polygones, au moins tu es tranquille. Les instances sont faites pour ça. Cool. Donc, voilà. On part du principe que notre grille, elle contient des points. Et ces points, c'est ceux-là qui vont nous permettre de distribuer nos instances. Ça veut dire que on peut faire ce qu'on veut avec cette grille. On peut même dupliquer le nombre de grilles. Rappelez-vous, on peut faire des copies transform. Alors pour ceux pour qui ça commence à ramer, allez-y mollo. Poussez pas trop la machine. Mais concrètement, je peux mettre, je sais pas moi, allez, 2 mètres en translate Y sur le copy and transform et je peux faire plusieurs instances. De cette manière-là, je vais pouvoir visualiser mon copy transform et faire mon mur de baril. Peut-être que 2 mètres c'est un peu trop. On va réduire ça. Bien évidemment, on pourrait les synchroniser par la height, hein, histoire d'être bien carré. Et au moins, on a notre mur de baril. Ça rend pas mal avec le ray tracing. Je suis très content qu'ils aient fait ça.
Une question. Oui. Je sais pas, enfin, je pense que ça rentre pas dans le principe des instances, mais maintenant qu'on a dupliqué nos tonneaux en un bon paquet d'exemplaires, Mhm. on voit que les modifications, les variations de couleurs qu'on leur a appliquées se répercutent sur chacun des tonneaux, et donc ils sont tous identiques. C'est le même pattern, oui, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une option de rester en instance, mais quand même d'avoir des variations de couleurs, ou on sort de l'instance si on fait ça? On peut associer des textures éventuellement différentes. On peut avoir un jeu de textures différent. On peut faire des offsets avec les UDIM pour varier les couleurs. Si on doit refaire la même logique que ce qu'on a déjà appliqué nous, à savoir créer une variation pour chaque planche, il faudrait qu'on sorte de l'instance et qu'on recrée la couleur sortie d'instance. Par contre, il y a d'autres possibilités, avec les textures notamment. Éventuellement, on pourrait rajouter... Ouais, mais ça nous rechangerait tout. Non, dans l'immédiat, il faudrait réouvrir les instances, remodifier et les refermer après. Mais on perd l'avantage des instances. Ok. Donc il On gardera faudrait... ça pour une prochaine fois. Ouais, voilà, il faudrait le réfléchir autrement. Carrément. J'y réfléchirai, on essaiera de voir des cas pratiques intéressants. Alors ce qu'on peut faire pour les instances, c'est changer leur orientation, les faire tourner autour d'elles-mêmes. Ça va pas changer les couleurs, mais ça va changer, comment dire, comment elles ont été placées. Je m'explique. Vous vous souvenez quand on parlait des normales ici. Je vais réduire un peu le nombre d'instances, au moins ça ramera un peu moins. Je vais juste faire 2 niveaux. Ouais, ça peut être très bien, ça peut répondre à ta question, je pense. Ici, on a les normales directionnelles. Si je les enlève, j'ai tous mes tonneaux qui sont à plat. C'est très joli d'ailleurs, c'est un peu plus propre, ça fait un peu plus cave. Bon, je vais les laisser. Ouais, mais non, je dis que je vais les laisser, mais le souci, c'est qu'Oriente va me le bypass. Donc on va le faire autrement. On va supprimer N de ce côté et on va créer la transformation à gauche. Et on va faire pareil que tout à l'heure, on va faire 90 degrés sur X, sur notre tonneau. Moi, on n'a pas déclaré notre normal de ce côté-là. Une fois qu'on a ça, ici, on va essayer de faire pivoter les instances. Bah, du coup, autour de... comme ça. On va essayer de faire pivoter les instances, mais pas toutes de la même manière. Ça va nous permettre de donner une randomisation au niveau de l'orientation. Donc par exemple, on va pouvoir utiliser orient pour ça. On va faire un attribut randomize. Et on va venir non pas randomiser CD, mais orient. C'était celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le plus haut gradé pour les orientations et les distributions. Donc ici, attribute name, je vais taper orient. Houdini, c'est déjà ce qu'il doit faire avec ça. Orient, il n'est pas à 3 dimensions. Orient, c'est un quaternion, donc il est à 4 dimensions. Les 3 premières dimensions vont être autour de quel axe on va tourner. Donc X, Y, Z. Là, on a un potentiel... Je l'ai fait en attribut randomize, mais c'est peut-être pas l'idéal pour le début. Je vais faire un attribut create au début. Bon, on y reviendra, vous pouvez garder l'attribut randomize. Pareil, l'attribut create, je vais le mettre sur orient et je vais le mettre à 4 dimensions. Donc voilà, là j'ai orient. Moi, je vais avoir envie de tourner. Est-ce que ça va marcher comme ça? Non. Je vais avoir envie de tourner autour value 1 avec un axe de 0. On va tourner autour de Z. Ouais, on va tourner autour de Z, mais il nous embête avec la transform ici. Ok. Ok, pourquoi pas.
Ouais. Un et moins 1. On va le faire comme ça. Ok, on va le faire comme ça. Bon, temporairement, on va revérifier avec l'attribut randomize, mais temporairement, venez bypass la transform avec la touche Q. Vous pouvez la bypass. Ok. Et on va juste créer l'attribut create pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Attribut create. Vous pouvez mettre orient en création d'attribut ici. Et n'oubliez pas de mettre orient à 4 dimensions. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre la valeur à 1 sur Y. Donc en gros, notre rotation va se faire autour de Y. Si je vais le visualiser vu du dessus, ça va faire ça. Je vais tourner autour de Y. Ici, il sera sous-entendu 1. Et ici, si je veux tourner dans cette direction, il sera sous-entendu moins 1. D'accord? Donc je vais tourner autour de cet axe Y. En gros, si je fais moins 1, je vais tourner dans un sens. Et si je vais à 1, je vais tourner dans l'autre sens. Je fais 180 degrés à peu près à chaque fois. D'un côté comme de l'autre. Ok. Donc là, c'est si je tourne de manière uniforme pour toutes mes instances. Autour de Y. Moi, ce que je vais avoir envie de faire, c'est faire ça, mais pas de manière uniforme pour tout le monde, de manière aléatoire pour tout le monde. En gros, je veux que chacune de mes instances, chacun de mes points, ait une orientation toujours autour de Y, sauf que l'orientation pourra être de moins 1 pour certains et 1 pour d'autres. J'aimerais que cette valeur soit randomisée entre moins 1 et 1. Ok ? Donc c'est ce que va me permettre de faire mon attribut randomize sur mes points. On peut visualiser les points, hein. On va même visualiser ce que fait orient carrément. Donc vous pouvez mettre le flag bleu sur l'attribut randomize, celui-ci. Contrôle middle click et vous pouvez venir cliquer sur orient. Ça va vous permettre de vous donner un gizmo dans le viewport qui va nous permettre de visualiser l'orientation. Là, on voit que ça part dans tous les sens. Nous, on n'a pas envie de ça. On a juste envie de rotate. Peut-être qu'on aura un petit peu envie que ça parte dans tous les sens, mais pas complètement. Donc du coup, on va juste rotate autour de Y, non pas autour de X, et non pas autour de Z. Donc, tout ce qui est de X et Z, on met à 0. Vous voyez, vous avez le minimum et le maximum. Ça, c'est une range. Et bien, tout ça, vous mettez à 0. Le min et le max pour X et Z. Pour le minimum de la valeur de la rotation, de l'orientation autour de, vous pouvez faire moins 1 et 1. Ça va permettre de faire 360 degrés. Donc là, on voit que on a notre orientation qui tourne autour. Chaque point a une orientation différente. Et étant donné que ça, on va le passer dans notre copy to point, on aurait peut-être même pu le faire après notre copy to point. Au moins, toutes nos instances auront des points différents et des orientations différentes. Donc là, on peut mettre différentes instances, mais chacune d'entre elles aura des rotates différents. Et à ce moment-là, notre copy to point va nous créer des rotations différentes. Normalement, on devrait plus avoir ce côté linéaire des instances. Je suis désolée, mais je suis larguée. Ouais, je peux comprendre. Rien qui fonctionne. Alors attends, je reviens avec toi, Jennifer. Attribut randomize, c'est parfait. Il a 4 dimensions, moins 1, 1, super. Mets-le juste en dessous de ton copy 5. Dans la boucle, entre ton copy 5 et ton copy to point. Ouais, super. Regarde ton copy to point maintenant. Génial. Et comment t'as fait pour afficher les points. gizmos là qui... Tu mets le flag sur l'attribut randomize. Contrôle middle click. Et tu viens activer orient. Oui, voilà. C'est fait. Regarde là si c'est désactivé. La visualisation. Yes. Merci. T'en prie.
Je me rappelle plus qui avait la question concernant les orientations. C'était Amaury, c'est ça? Je crois que c'était moi. C'était toi, dis-toi. Est-ce que c'est ok? C'était ça que tu avais en tête? Enfin, Bah ouais, ça me pour un paraît peu plus varié, ouais. carrément. Cool. Merci. Eh bien, ce qu'on peut faire en plus, c'est rajouter un peu de variation sur les autres axes aussi. Ça peut être bien parce que là, ils sont un peu tous trop droits. On va en mettre que 2 pour le moment. On peut mettre un petit peu de variation sur certains axes, l'histoire que ce soit pas trop linéaire sur Z et sur X, légèrement, hein. Histoire que les tonneaux soient pas parfaits. Et au moins, on peut avoir quelque chose d'un peu plus organique. J'ai peur que cette subdivision sur les boulons soit un petit peu trop gourmande. Je vais la désactiver. Ouais. Ouais, la subdivision sur les boulons est vraiment beaucoup trop grande. Enlevez-la parce que ça sert à rien d'avoir autant de polygones. C'est pas parce qu'on a packé les objets en instance qu'ils sont pas réellement là, hein. On doit quand même le multiplier le X nombre de fois. Donc quand même, au bout d'un moment, la machine peut avoir du mal. Euh, Étant donné qu'on a enlevé la subdivision, on peut enlever le pack and instance. Au moins, on garde la couleur sous nos boulons. Et on s'occupera du pack and instance à la fin. Donc celui sur le copy to point, pardon. Celui où on a le groupe keep sur les boulons. Vous pouvez désactiver le pack and instance. Et surtout, désactiver peut-être temporairement en fonction de ce que vous voulez, mais enlever cette subdivision. Elle n'est pas nécessaire vu la taille des boulons. On n'a pas besoin d'avoir autant de détails pour autant de panneaux, de tonneaux. Ça me donne envie de faire des rigid body, cette pyramide. Il y a mon randomize qui ne fonctionne pas. Oui, en effet. Alors, oriente, est-ce qu'il est bien à 3 dimensions? Tu en as 2. Oui, 4, tu as raison. Alors, tu en as 2. Bypass celui-là. Celui-là, c'était juste pour qu'on visualise et qu'on comprenne ce qui se passe sur un seul axe. Ouais, parfait. Et va sur celui d'en dessous. Ok. Ouais, lui, mets-le en quaternion. À 4 dimensions. Ok. Et normalement... Ça marche toujours non. pas. Non, ça marche pas. Alors... Oui et non. Non. Ah oui. Si, ça fonctionne. C'est bizarre que t'en aies deux qui soient en même temps. 0, 0. Pas l'impression que ce soit très... Essaye d'augmenter le max de la value en X légèrement. Ouais, celui-ci, le tout premier en bas à gauche. Ouais, celui-ci. Oui, c'est que ça marche. Moins 1 et 1. Ouais.
va dans options et essaye de changer ton seeding. J'ai l'impression que c'est pas de chance que ça tombe droit, mais une autre valeur. On va vérifier si ça change les couleurs. Oui, ça les a changées. Il y a pas mal de patterns qui se ressemblent quand même. C'est bizarre. Ouais, c'est un peu étonnant, mais. Ouais, complètement. Donc oui, ce que je voulais vous montrer, là on a fait ça que sur une grille, mais on peut le faire avec un petit peu ce qu'on veut à partir du moment où on aura des points. On peut définir un petit peu les blocs qu'on veut. Par exemple, gardons cette logique d'oriente, parce qu'elle est très bien. On ne va pas utiliser les grilles et le copy point, le copy transform, pardon. On va utiliser peut-être une curve. On va utiliser un draw curve. Au moins, on va pouvoir dessiner directement sur un sol imaginaire. Le draw curve, il nous permet de prendre une projection et de pouvoir dessiner directement dessus. Donc vous pouvez prendre le draw curve, aller dans projection, le deuxième panneau, et aller dans projection à nouveau un peu plus bas dans ZX plane au lieu de XY plane. Au moins on aura le plan complètement à plat, ce qui va nous permettre d'appuyer sur entrée au-dessus du viewport et de venir dessiner un tracé comme ça, qui va être conformé au sol. N'hésitez pas à mettre le flag sur le draw curve et appuyer sur entrée au-dessus du viewport pour avoir accès au pinceau. Donc si on regarde de plus près et qu'on active les points, on se rend compte que cette curve qu'on a dessinée, c'est un peu comme le color picker, elle a fait plein de points. On peut créer un switch en dessous de nos copies qui nous servaient à faire nos grilles, et on peut y mettre notre draw curve. Ça va nous permettre d'aller chercher la deuxième entrée qui est notre draw curve, comme ce qu'on a fait avec les différentes versions tout à l'heure. Normalement, si on regarde oriente, ça devrait pas avoir changé. L'orientation pointe toujours vers up, vers le dessus, et on rotate nos tonneaux autour de ce up vecteur. On va juste avoir beaucoup trop de points par rapport à la taille de nos tonneaux, mais c'est pas trop mal, parce qu'on peut redistribuer un peu plus équitablement nos points. Donc concrètement, là, vous voyez, les points ils sont beaucoup trop proches, les uns à côté des autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mieux les distribuer. On va faire ça avec le node resample. On va resampler cette curve en mettant le resample juste en dessous, de façon à avoir une distribution des points équitable. On voit qu'ils sont tous à la même distance maintenant. Ils sont tous à ouais, pas mal. Ils sont tous à 10 cm les uns des autres. Ici, on va pouvoir comme ça augmenter ou réduire la valeur en fonction de ce qu'on veut. Et si on regarde notre copy to point, on peut augmenter la lens. Et plus on augmente la lens, plus les points vont être écartés les uns des autres. Ça va nous permettre de distribuer, par rapport à nos points, de mieux distribuer nos tonneaux. Donc maintenant, en temps réel, on peut tracer le passage de nos tonneaux.
peut comme ça éventuellement faire un circuit. Assez rapidement. Tu peux redonner le raccourci pour pouvoir utiliser le pinceau quand Oui, on est dans le viewer? entrée. Ah oui, bah oui. Ou alors tu as ce petit bouton à gauche là. Ok. Donc n'hésitez pas à bien ressemble pour avoir la bonne distance entre vos tonneaux. Si vous les voulez plutôt resserrer ou non. Florent, désolé, tu as ton micro activé. Merci beaucoup. Ouais, pardon, quand j'appuie sur entrée, ça me le met dans Discord et ça me le Ah d'accord. rallume. Ok, Oups. désolé. Cool. Donc vous pouvez faire ça avec le draw curve, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle curve, hein. On en a plein. On a des Bézier curves, on a des lignes. Bref, vous n'avez pas de limite. À partir du moment où il y a des points, vous pourrez instancer ce que vous voulez. On pourrait même instancer ça sur, je sais pas moi, une sphère. Tant qu'il y a une topologie qui a des points, tout est ok, hein. Si on regarde la sphère, je vais l'agrandir un peu, l'histoire que ça soit un peu plus propre. Et voilà, j'ai une sphère, j'ai mes tonneaux qui sont sur la sphère. Ça me fait un dôme de tonneaux. Et pareil, c'est étroitement lié à la topologie de cette sphère. Si j'augmente la topologie ou si je la réduis, eh bien, je vais avoir plus ou moins de tonneaux. J'ai cru que j'écrivais dans un champ tout à l'heure et non, du coup j'ai mon viewport qui est, je sais pas, moitié transparent. Ok, oui, c'est là où regarde, tu vois, t'es en wireframe ici. Passe en smooth shaded. Ouais, ça devrait être mieux. Merci. Cool. Et tu peux passer en ray trace aussi si tu veux, pour si ça fait pas trop ramer. Je sais pas si tu y es déjà. Clique droit là-dessus. Ouais, et tu as le use ray tracing. Ça peut être un peu plus sympa pour les ombrages et tout. Donc voilà, vous avez l'idée. Tant que vous avez des points, la forme, c'est à vous de la définir après et vous pouvez positionner comme vous voulez vos instances. Ça peut même être des personnages, hein. On peut prendre un... Il y a le Krag qui est marrant. On va le grandir un peu. On va merge les deux, je vais le unpack.
pouvez mélanger les sources de géométrie, pas de souci. Ça commence à être un peu gourmand. Est-ce qu'il y a du cache pour le Viewport? Non, pas directement parce qu'il le fait déjà en mise en cache ici avec le système de pack. Ah. C'est comme un système de mise en cache. Voilà, le Krag il a vraiment beaucoup de points, Ouais, 90 000 points. Pardon? Ok. Excessif. Ouais. Peut-être qu'il y en a trop dans la scène. Ouais, il y en a pas mal. Ça commence à être un peu gourmand. Il y a aussi la taille des barils qui est trop grand pour cet exemple-là. Ça marche bien avec juste cette sphère. Je vais juste essayer de faire ça avec le Krag pour voir si c'est gourmand ou non. Ouais, le Krag est un peu gourmand. Essayer de le grandir quand même, dans le doute. Ouais, ça commence à être pas mal, je vais le grandir vraiment plus que ça. Ouais, c'est pas mal. On commence à avoir un Krag de tonneau. Bon, c'est juste pour son pied, mais ça peut être intéressant dans certaines directions artistiques, ça peut être cool. On va le faire même x70, x100, allons-y. Au final, là, tu pourrais béquer ce que tu as fait sur les UV de Krag pour en faire une texture. Oui, définitivement. Faire des displacements ou ce genre de choses, ouais. Carrément. Et comment tu l'as amené là? Ta Krag à droite. Ouais. J'ai gardé l'oriente, j'ai tout gardé pareil. J'ai juste pris le Krag. Lui, par défaut, il nous vient, il est packé. Donc, il faut le N-pack pour accéder à cette topologie. Et ses points. On garde l'oriente. Et on met ça sur notre Krag. Je vais essayer d'augmenter un petit peu le nombre de polygones. Ma machine va commencer à pas apprécier, je pense. On va regarder à combien elle est. Ne refais pas un écran bleu. Non, mais ça n'a rien à voir avec la machine, je sais pas, c'est mon Windows, des fois il a... Ouais, regardez, ça va, c'est 30%. D'utiliser les GPU, ça va. Non, ça va. C'est correct dans l'ensemble. C'est juste pas instantané dans le viewport, mais ça marche. Ah, je dis ça et ça freeze. Parce que sinon, dès que l'année prochaine, en août, il y aura une spam update. Ouais, c'est pas mal. C'est une bonne idée le baking sur les UV aussi, ça peut se faire. Il y a pas mal d'outils avec le Labs qui peuvent être envisageables. Je vais faire un rendu de ça. Essayez de faire une image aussi si vous avez quelque chose qui vous convient, qui vous plaît. Ça peut être sympa. Voilà, on va essayer de faire quelque chose comme ça.
Oui. Mon vieux-port, il est tout noir. Alors, essaie de regarder. Pourtant, tu as activé la grille. Essaye d'appuyer sur Escape et H, dans le doute. Ouais, ok. T'avais perdu le... Merci. Oui, en fait, à partir du moment où j'ai mis une skylight, je sais pas, ça s'est mis tout noir. Ah, tu devais Donc être j'ai en... essayé de la supprimer. Ouais. Et après, T'as dû passer en orthographique et en dessous de la grille et tu voyais plus rien. Ouais, c'est possible. ok, merci. C'est vrai. Alors, je vais juste mettre l'output là-dessous. Alors, je vais vous montrer autre chose aussi avant de faire mon rendu. Je vais essayer de faire un shading un peu correct. On va le faire comme ça. Ok. Au lieu d'utiliser la topologie de mon modèle, que je n'aime pas vraiment, je la trouve pas terrible, trop bien organisée, trop bien ordonnée. C'est un peu paradoxal, mais je trouve que la topo est trop propre. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'utiliser les points de mon modèle, je vais créer des points sur le modèle. Je vais scatteriser des points dessus. Donc on a un node qui s'appelle node scatter et qui permet justement de faire ça, de distribuer des points sur les polygones. L'avantage, c'est que donc on va faire plein de points. Et le gros avantage, c'est qu'on peut contrôler le nombre de points exacts qu'on veut. On n'est pas juste dépendant de la topologie. On peut à tout moment changer le nombre de points. Ici, on peut les faire de manière ordonnée ou complètement désordonnée. Si on désactive le relax itération, on va avoir des points complètement désordonnés. C'est ces points-là que je vais remplir à l'intérieur de mon oriente. Et au moins, ça va me donner des points un peu plus aléatoires. C'est surtout que je vais contrôler le nombre de points que je veux à l'intérieur. Donc là, je peux réduire un petit peu la taille de mon crack parce qu'il est trop grand maintenant. La taille de mon baril. De mes barils, ouais. Ouais, voilà, c'est pas mal. Et là, je vais pouvoir augmenter un peu le nombre. On va mettre 30 000. Peut-être un peu trop. 20 000. Commence à être pas mal. Allez, 17 000 et ça devrait être bon. Ok. On va rester comme ça. Je vais créer une caméra. Augmenter le nombre de polygones. La caméra. Et au moins j'ai tous mes tonneaux dessus. Oula, c'est assez terrible. C'était plutôt joli tout à l'heure. Ah, il y a de belles créas, cool.
Alors là, le désavantage, c'est qu'on a que les points sur la surface. On verra ce genre de problématique plus tard. Mais concrètement, j'ai que des points sur la surface du modèle. J'en ai pas forcément à l'intérieur, donc je suis obligé d'exagérer le nombre pour en avoir plus sur la surface. On dirait des chocs à pic. C'est vraiment pas beau comme ça. C'était plus joli tout à l'heure avec la topologie. C'était mieux organisé. Mais bon, ça peut faire un look. Avec plus de travail, bien sûr, parce que là, c'est peut-être un peu trop léger. Ouais, cool. Gaspard, c'est bien la coupole. Ça rend bien. Ouais, cool. On dirait un temple de tonneau. Les marches d'un temple. Ouais, un peu. Cool. Là, j'ai des petits trous dans. Enfin, j'ai des trous entre les planches. J'essaie de retrouver. Alors, Où est-ce que je peux changer ça, mais je ne le retrouve pas. alors, dans le copy and transform, je pense pas. Essaye de régler ta box 2 en haut à gauche. Essaye de gérer peut-être la size légèrement. La size sur X. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais ça. Ça règle pas le problème. Non, l'interstice reste. Essaye de passer en ray trace aussi. Ça va aider aux ombrages. Alors tu peux le passer ici, clic droit, use ray tracing sur la lumière. Alors, je crois que c'est déjà mis. C'est vrai? Ouais. Pas l'impression que c'est Mais beaucoup je d'ombrages. pense que c'est ma carte graphique qui gère pas bien tout ça. Attends, je vais essayer de changer, l'enlever. Ouais, c'est possible, t'as raison. Parce que je vois de l'illumination très blanche que je retrouve quand on n'a pas le ray tracing. Ok, bah c'est pas grave. Ça règle pas la problématique. J'ai l'impression que ça l'a augmenté là, le fait que t'aies changé ça. Donc ça peut venir de ça. Le bevel peut être la cause aussi, le polybevel, que tu as en dessous, le 1. Ouais. Essaye de réduire peut-être la distance de ton polybevel. Absolument, ouais. Un petit peu, mais c'est. Ça Non, en réduit fait, le gap. ça. Un petit peu. Ben, si je l'enlève. C'est. Un petit peu, ouais. Essaye d'enlever la spécularité ici sur ton matériel, sur la lumière. Essaye d'enlever le spécular ici. Ouais. Il y a beaucoup aussi de la réflexion justement de ce ray trace qui rebondit même si tes parois sont très proches. C'est le problème. Enfin, quand il n'y a pas de ray tracing, ça fait ça. On n'a pas des ombrages jolis et ça rebondit sur toutes les parois. C'est comme s'il y avait de la lumière. C'est comme si les autres planches réagissaient pas à la lumière, tu vois. Et donc du coup, ça fait du brillant. Oui. Oui, c'est sûr que le bevel aussi ajoute une ligne brillante un peu à chaque fois, mais Oui. il y a quand même un. Il y a quand même un. Il y a un quand même écart. un- Il y a ouais, un un écart. écart. Attends, je vais regarder avec toi. Mais je me rappelle qu'on avait placé justement un écart en plus pour. C'était pas ici. Si je te dis pas de bêtises, c'était sur notre planche en bas. On avait placé un petit offset sur les couvercles. Et on avait fait plus quelque chose sur le couvercle. Ouais, c'est ça. Mais on l'avait pas fait sur. C'était sur les couvercles? Ouais, on l'avait pas fait sur le contour des planches. Parce que elles étaient gérées directement sur la rotation, elles. Et ici, on n'a pas rajouté de padding. Alors peut-être que... Non, même pas ici. On n'a pas rajouté de padding. Alors vraiment, la seule chose que je vois qui peut jouer... Ah, attends, je sais. J'ai peut-être augmenté l'épaisseur. Ah bah non, ça marche pas. Ça va dans l'autre sens. Essaye d'y aller tout doucement sur la size, ici, en X. Parce que moi aussi, ça va me le créer, cet écart. Si je joue avec des valeurs. Il y a un certain moment où ça va claquer. Et on va revenir sur le maximum de la version précédente. Regarde, je te montre sur mon écran. Tu vois, ici, j'ai un écart assez conséquent. Je vais essayer d'aller au début. Voilà.
Là, juste après le clac et le fait que ça change d'integer, je suis au maximum de l'écartement. Et plus je réduis, plus j'arrive à réduire cet écart. Jusqu'à une certaine limite, et à un moment donné... Voilà, Ah oui, en effet. et après, ça va encore passer à l'integer suivante, et ainsi de suite. Il faut être vraiment très subtil avec ce mouvement-là, si tu veux quelque chose de très précis, mais ça va se jouer là-dessus, principalement. Bon bah c'est bien, on a vu encore pas mal de choses aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos rendus dans le Discord. Toujours cool d'avoir des images. Kevin, Oui. c'est possible de scaler une area light? Enfin, oui, c'est une area light. Tu veux l'agrandir ou tu veux juste l'éloigner? L'agrandir. Alors ça va se jouer sur son... je le reprends avec toi. Light. Parce que ça change en fonction des lights pour les moteurs de rendu. Ça va être... Donc là tu es sur une area light, tu es sur une grille, hein, c'est ça? Ah, ok. C'est ça? Attends, ce qui est non. area light dans le shelf, c'est la même chose que ce que tu viens de faire ou pas? Oui, normalement l'area light c'est une grille. Elle est où la tienne, area light? Est-ce que tu peux la sélectionner, que je vois les paramètres? Oui, C'est oui, le cas? Ouais, c'est celle-là. Alors c'est bien ça, c'est une grille, tu vois. Ouais. Donc c'est la même chose, elle est à 10 par une exposition, c'est ok. Tu peux aller là-dedans, en area light option. Ouais. Alors je te dis des bêtises, ça peut être ici. Et on peut pas l'agrandir ici. Si, c'est là. Area light, c'est bien ça. Option area size, tu vois. Tu as 1 par 1 mètre par 1 mètre. Et tu peux l'agrandir ici. Génial. Merci beaucoup. T'as pris ? Oh, le viewport, il est pas bien là, le mien. Il a un peu du mal. Petite question, tous les pixels qui galèrent à afficher comme sur le tien comme sur le mien d'ailleurs. Ouais. Quand tu vas faire si tu veux faire un export JPEG, il va quand même te sortir les trucs qu'il n'arrive pas à afficher. Il va juste mouliner. Il va pas les afficher tout court. Ceux-là, hein, tu veux dire les box, hein, les grosses box ici, ouais, il va pas les afficher. Il va les afficher comme ça normalement. Ce qu'il faut faire, c'est, j'ai jamais tenté avec le ROP OpenCL. Je testerai. Je t'ai dit ça. Mais normalement, si tu fais un rendu de ça, tu auras une image de ce viewport là. Parce que ça capte ce que tu as dans le viewport à l'instant T. D'accord, ok. Mais peut-être qu'il y a moyen d'optimiser pour les instances. Le meilleur moyen que j'ai là dans les médias, c'est d'augmenter le nombre de scènes polygon limit ici. Serrer un peu les dents un instant et lancer le rendu. On va voir si ça explose. Moi aussi je vais faire une image comme ça. Ça ira très bien. On comprendra que c'est un pied. Normalement. La résolution est terrible. Ah oui, je vous en ai pas parlé, mais quand vous faites clic droit sur Flipbook, vous pouvez aller dans Size à la fin. Malheureusement, vous allez être bloqué en 720p. Mais vous avez pas mal d'autres presets. Si vous prenez la licence de Houdini, vous pourrez augmenter la résolution du viewport ici. Là, vous avez tous les presets standards. Nous, on est bloqué en 720. Mais après, voilà, vous pouvez être en Full HD, en 4K et après tous les autres formats d'images standards. Ou mettre les vôtres, hein. Si vous en avez des spécifiques, vous pouvez le faire. Est-ce qu'il y a des questions avant de clôturer cette journée? Non, c'était dense mais clair. Ouais. Les autres aussi, ça va? Non, c'était très bien. Ouais, c'était très bien. Cool. Yes. Nickel. Parfait. Ouais, c'est très beau, Titouane. Très cool avec le Robert Toy dans tous les sens. Cool. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous dis bien à demain. Merci beaucoup. À Merci, demain. bonne soirée. À demain tout le monde, bonne soirée. À demain. Merci.